Je fais l'événementiel, je veux arrêter. Et, C'est vrai. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Et on a dit, allez, on fait un festival Rocancourt et tu tentes et on voit qu'est-ce qui se passe. Il fallait répéter dans un garage. Ouais. Pour faire 3 pas en avant, on fait 2 en arrière. Ouais. Et ça commençait là. Ouais. C'est un coup de chance, une décision et boum. C'était pas longtemps avant mes 30 ans, et je m'étais toujours dit que si ça marchait pas avant mes 30 ans, c'est que j'étais pas fait pour ce métier. Donc c'était sans doute 1 ou 2 ans avant mes 30 ans, et je commençais un peu à désespérer. Je disais que j'étais le magicien que je voulais pas devenir, c'est-à-dire celui qui faisait des goûters d'enfants, des mariages et des galas d'entreprise pour toujours. Et moi, j'avais qu'une envie et une passion, c'était le théâtre. Et donc j'avais envie d'écrire des histoires, que les gens viennent écouter ces histoires. Et en événementiel, quand tu passes d'une table à l'autre, tu peux pas développer ça. Tu peux pas développer de poésie, tu peux, mais t'es toujours un peu la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que quand t'es en événementiel, t'es moins cher que tu coûtes moins. En fait, les gens donnent beaucoup de valeur aux choses en fonction de l'argent. C'est un peu la valeur principale de notre société. Je pense que c'est une bêtise. Je pense qu'il y a d'autres valeurs qui sont plus intéressantes. La poésie, l'humour, l'amour, l'amitié, qui sont beaucoup plus enrichissantes. Mais bon, en tout cas, on donne une valeur en fonction de l'argent, et le magicien, il coûte moins cher que le petit four, il coûte moins cher que l'alcool, il coûte moins cher que le lieu, il coûte moins cher. Donc, par définition, il est moins considéré. Et le seul moyen que, pour moi, le magicien que j'avais en tête et dont je rêvais vivre, c'était au théâtre. Parce que là, il était au centre de l'histoire. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que je fais? Ça fait 10 ans que je fais le métier, qu'est-ce que je fais? Bah, je gagnais très bien ma vie, hein. Le souci n'est pas là, je gagnais bien ma vie, c'était pas non plus la misère. J'ai gagné 3 000 balles, 4 000 balles par mois, c'est extraordinaire aujourd'hui de gagner 3-4 000 euros par mois, c'est génial. Mais c'est pas ça dont j'avais envie, quoi. Et tu me dis, bah, vas-y, on essaye. Et là, on va dans ce garage, dans le 18e, à la Goutte d'Or, où je joue. On va chez Nino, dans un squat, où on joue avec le radeau. Et puis on se rend compte que ça cartonne, quoi. On se rend compte que ça marche super fort sur le public, que les gens sont morts de rire, que ça fait rêver, que ce qu'on fait, c'est très différent de tout ce qui a été fait, que l'écriture est différente, la pensée est différente. Et puis d'ailleurs, je me souviens qu'à la Goutte d'Or, t'as un mec, un chasseur de tête de Juste pour rire qui me voit, qui est là dans ce truc. Ils sont assis sur des pneus et sur des rouleaux. Les tables, c'est des rouleaux de bobines de cuivre. Et t'as un mec de Juste pour rire qui est là et qui dit, bah ouais, on va le faire bosser, t'es trop bon. Ouais. Et puis, tu m'emmènes au festival de Rocancourt, et où je gagne le prix du public, qui est évidemment le plus important, mais aussi le prix du jury et aussi le prix du sponsor. Et je gagne les 3 prix. Yes, et c'est parti. Et je dis, et je gagne de l'argent, et je gagne du respect, et je gagne du respect pour moi. Et je dis, ok, en fait, ce que je fais, ça vaut quelque chose. Et c'est vrai que c'était un grand moment, parce que dans le jury, il y avait Isabelle Roche, il y avait des producteurs de télé, il y avait de la presse, il y avait des gens. Donc c'est vrai que ça a été... Et tout d'un coup, plein de festivals se sont mis à m'inviter. Et puis après, il y a eu Incroyable Talent que j'ai fait, qui a changé ma vie. Voilà. Et puis après, il y a eu Michel Drucker, et qui a aussi changé ma vie. Il y a eu quand même quelques rendez-vous comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais donc à un jeune qui veut démarrer le métier? Est-ce que tu penses que ce métier d'artiste est rude? Je pense que ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que moi, toi, tu étais là, tu avais ton travail, tu avais Africa, tu avais ton 2e spectacle déjà, je pense, quand on s'est rencontrés. Nous, on a commencé il y a 20 ans, 25 ans, dans un moment où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le premier réseau social pour le théâtre, c'était Billet Réduc, qui commençait à donner des critiques et qui commençait à faire tourner un petit peu l'information sur les réseaux sociaux. Et, pardon si vous voyez des poils, c'est que j'ai mes chiens qui sont en bas, voilà. Et donc, à l'époque, j'ai envie de dire, il n'y avait qu'une seule chose qui était importante, c'était, je dirais, c'est d'être sur le terrain, d'aller sur le tas de sable, d'aller montrer. Et donc c'était les scènes ouvertes en premier, qui permettaient d'avancer, et ensuite
de jouer, et de s'acharner, et puis d'aller taper aux portes. Donc il fallait taper aux portes des producteurs, aux portes des attachés de presse. Et le problème, c'est que quand tu n'as ni l'un ni l'autre ne veulent te recevoir. Donc au début, il y a une espèce de cul-de-sac, en fait. T'es là, t'as ton spectacle, mais t'as pas d'argent, tu peux pas le mettre au théâtre, t'as besoin d'un producteur pour le mettre au théâtre, et en même temps, t'as pas de producteur. Donc, en fait, tu trouves des plans D. Donc, j'avais un producteur qui n'était pas un producteur, qui était une boîte d'événementiel, qui a dit, bah, c'est tellement bien, et puis tu nous fais gagner de l'argent, donc on va en dépenser un peu pour toi. Et puis finalement, comme c'est pas des producteurs, ils n'ont pas su faire ce métier-là, et ça a même été très problématique entre nous. Et aujourd'hui, je dirais que c'est très différent. Aujourd'hui, il y a quand même, il me semble, mais comme je n'ai pas démarré aujourd'hui, je ne peux pas en être sûr, mais il me semble beaucoup plus de liberté, puisque aujourd'hui, il suffit d'un téléphone, d'une caméra, d'une scène ouverte, tu vas montrer ça, et déjà, rien que sur les réseaux, tu crées un public, sans même promo, sans affiche, sans rien, et ce public-là que tu crées sur les réseaux sociaux, il est et c'est des vrais vases communicants entre les salles et la scène. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait être dans une des grandes émissions pour remplir tes salles. Il fallait être soit chez Drucker, soit sur Canal, soit sur TF1. Enfin, il y avait 3-4 émissions d'accueil, et si tu avais une place sur une de ces émissions, ta carrière, tu pouvait la lancer. Sinon, c'était non. Donc l'entonnoir était minuscule. Aujourd'hui, l'entonnoir est beaucoup plus large parce que tu as une indépendance de production qui est énorme. Est-ce que tu ne crois pas aussi que si tu es fort en réseau, des fois il y a des gens qui peuvent être très forts en réseau, mais pas si forts sur scène? C'est deux métiers différents, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tu as des gens qui cartonnent sur le réseau, tu vas les voir sur scène, et pour moi c'est une déception infinie, parce qu'ils ont très bien compris le média réseau, ils ont l'art du montage, ils ont l'art du cadre, et ils ont l'art de la rupture de rythme, parce que la scène, c'est l'art de la rupture de rythme, de commencer une phrase et de la finir pas comme on attendait, sur un autre ton, un autre rythme, une surprise, et sauf que ce montage-là, sur lequel ils passent des heures sur l'ordinateur, ils savent pas le faire en live, sur scène, avec eux-mêmes comme outil. Ils sont pas capables de, tout d'un coup, accélérer une phrase, tout d'un coup la monter, tout d'un coup la descendre, changer d'émotion, etc. Parce qu'en fait, le cadre fait tout ça pour eux. Donc ça, c'est un métier, c'est un autre métier, mais là, si on parle des gens qui démarrent sur scène, et qui peuvent utiliser les réseaux sociaux et tous ces outils-là pour promouvoir leur démarrage sur scène, oui, si, ça vaut le coup. Après, ça arrive qu'il y ait quelques-uns quand même qui soient bons des deux côtés, qui soient capables de faire de la production de vidéo et de la scène aussi. Mais beaucoup d'exemples, il faut dire la vérité, de très gros stars de YouTube qui sont allés sur scène, qui ont plutôt bien marché. Les billets sont vendus parce que les communautés sont énormes, mais les spectacles étaient assez médiocres, il faut dire la vérité. Oui. C'était pas très bon, quoi. Oui, toi, tu es un homme de scène d'abord. Oui, absolument, mais il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce que je veux dire, hein. C'est juste un constat. Oui, c'est génial d'être très très fort sur les réseaux. C'est pas mon cas, voilà, c'est pas mon métier, c'est pas mon média. Et je trouve ça génial. C'est des vrais artistes avec une vraie créativité. Moi, mon espace de créativité, il est plus sur scène, voilà. Et à la télé. Donc maintenant, tu es homme de théâtre, mais aussi tu es un homme de la télévision. Oui. Tu produis aussi. Oui. Mais tu n'es pas producteur. Oui, c'est ce que je te disais. J'ai produit des spectacles, j'ai coproduit mes spectacles, j'ai produit des one, de la ventriloquie, j'ai produit de la télé. Donc j'ai fait plusieurs fois des expériences, des aventures de production, mais je ne me considère pas comme producteur parce que producteur, c'est un métier à part entière. Et je trouve que souvent les artistes producteurs font une erreur, c'est que quand tu es artiste producteur et que tu produis souvent des gens dans ta même catégorie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que tu es en concurrence avec des gens que tu es censé mettre en valeur. Et je vois beaucoup d'exemples d'artistes producteurs qui, au moment où les artistes qui produisent commencent à les dépasser en notoriété, en temps, en succès, etc., ça devient insupportable et les relations se brisent. Donc, pas les citer, mais je vois ça régulièrement. Et les artistes producteurs en veulent aux artistes qui oublient que c'est eux qui les ont aidés au début, et en même temps ils en veulent, ils se sentent, oui mais merde, je suis plus au niveau, ils ont pris le relais, leur parole est plus nouvelle, leur parole est plus en acuité avec le temps actuel, donc je pense pas que c'est une bonne idée d'être artiste-producteur. Et c'est pour ça que à un moment j'ai tenté, je me suis staffé, j'ai créé des équipes, tourneurs, attachés de presse, etc. Et je me rendais compte que non, je pouvais pas être... Parce que producteur, c'est plein de métiers. C'est être psy, il faut s'occuper d'un artiste, il faut le comprendre, il faut l'écouter, il faut le rassurer, il
faut l'aider à se construire. Et puis, souvent, les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont aucun sens de ce que c'est que la production. Ils ne savent pas combien ça coûte, ils ne savent pas combien coûte la salle, combien coûte le régisseur, combien coûte l'édition papier des billets, que chaque billet, voilà, les droits d'auteur, les droits de mise en scène, les droits de la musique, toutes les taxes sur la production. Donc, ils ont toujours aussi la sensation que le producteur les vole. Et ça, c'est un truc que tu entends tout le temps. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pas envie d'être le papa, la maman de quelqu'un. Je suis déjà papa de 2 enfants que j'adore, j'ai pas envie d'être papa d'autres personnes. J'ai pas envie d'être le psy. J'aime bien aller chez mon psy, mais j'ai pas envie d'être le psy. Donc, après, tu as différents types de producteurs, mais moi, c'est comme ça que j'envisageais la production, comme une production éthique, qui entoure, qui permet à l'autre de s'exprimer. Et c'est un travail à part entière. Tu peux pas faire ça à mi-temps. En tout cas, t'es pas producteur si tu fais ça à mi-temps. Tu le fais, tu peux faire une aventure de production. J'ai produit, mais producteur, c'est un métier. Et les grands producteurs, ils ont quand même, c'est vraiment des gens très talentueux. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un grand producteur qui est Thierry Suc. C'est des gens qui dédient leur vie à la production. Et que pour être très bon dans un métier, il faut dédier sa vie à ce métier. Ouais. Voilà, ils vont voir tous les spectacles, ils découvrent tous les artistes, qu'est-ce qui se passe, les tendances, les réflexions, les meilleurs dans chaque catégorie, le temps de rencontrer, de voir, de découvrir, de dialoguer avec soi-même, et puis de s'occuper de toute la partie financière, c'est aussi c'est de la dentelle, donc c'est beaucoup de travail, et je suis déjà animateur, humoriste, magicien, metteur en scène, voilà, donc papa... Ça va. Alors parlons de papa, puisque les enfants, ils sont pas loin. Ouais. Hein Ouais. Et ils sont très silencieux. Est-ce que, étant papa, si un des garçons voudrait être artiste, tu les encouragerais? Bien sûr. De toute façon, je les soutiens, quel que soit le choix de... En fait, mon premier métier de papa, c'est de leur donner les possibilités de se découvrir. Et après, c'est eux qui font le choix. Je crois que c'est Sioran. Non, c'est pas Sioran. C'est l'autre poète perse. Khalil Gibran. Khalil Gibran, exactement, bravo. Qui dit que nous sommes des arcs, les enfants sont des flèches et que... Yes. Ce ne sont pas nos enfants. C'est pas nos enfants. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Voilà. Première phrase de Gibran. Ouais. Mais ils nous coûtent cher. Tu m'étonnes. Et puis c'est pas un investissement parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Non. It's one-way street. Ouais, exactement. Dit, c'est ça, tu leur donnes. Et puis eux, ils font ce qu'ils veulent. Yes. Toi, tu as choisi de les faire déjà, voilà. Tu les assumes. Tu vas jusqu'au bout et eux, ils font ce qu'ils veulent. Yes, voilà. Yes. Après, c'est bien qu'ils le fassent avec respect. Mais c'est voilà. C'est ça, c'est la flèche. Et une fois qu'elle est partie de là, elle vit sa vie. Alors, si tu recevais un beau matin la lampe d'Aladin, que changerais-tu par magie si tu avais 3 souhaits? Le premier, c'est un changement de conscience de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les cartes de la conscience. Les cartes de la conscience, elles sont, pour te faire très basique, au début, t'es bébé, t'es égocentré. Tu n'as qu'une seule conscience, c'est toi. T'as faim, tu hurles. Tes parents n'ont pas dormi, t'en as rien à foutre. T'as soif, tu hurles. T'as envie de chier, tu hurles. C'est le nombril. Tu reconnaîtras que dans cette conscience nombrilique, il y a encore plein d'humains qui n'ont pas dépassé cette conscience nombrilique. Après, t'as la conscience dite tribale. La conscience tribale, c'est la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. C'est les plus importants. Le reste a moins d'importance. Donc, derrière cette conscience tribale, il y a la notion que l'autre est moins important que toi. Le différent est moins important que toi. Donc, derrière ça, il y a le racisme, il y a la guerre, il y a la violence, voilà, à tous les autres. Donc ça, c'est la deuxième conscience. La troisième conscience, c'est la conscience humaniste. C'est l'humano-centré. C'est-à-dire qu'on pense que l'être humain se vaut, et déjà, des gens humanistes, il y en a très très peu, des gens qui pensent qu'un handicapé vaut autant qu'un valide, qu'un enfant vaut autant qu'un adulte, qu'une femme vaut autant qu'un homme, qu'un noir vaut autant qu'un blanc. Il y en a déjà très très peu. Donc déjà, si l'humanité pouvait commencer à arriver vers ça, ça serait chouette, mais moi, c'est la conscience qui m'affectionne, que j'affectionne, c'est la conscience mondo-centrée, c'est dire que l'humain fait partie du vivant, et que dès le moment où tu commences à rentrer dans une conscience mondo-centrée, c'est-à-dire sur le vivant, d'être dans un respect du vivant. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de bouffer des animaux, parce que je sais que c'est l'impact écologique le plus puissant qui est, c'est-à-dire qu'on sait que l'élevage
fait plus de dégâts que l'aviation, la marine et l'automobile additionnées. Wow. Ces 3 industries additionnées sont moins polluantes que l'élevage seul. L'élevage de A à Z, hein. C'est-à-dire qu'il y a 8 fois plus de champs pour les bêtes que pour les humains. Il y a des non-sens de tous les côtés. On nourrit 100 milliards d'animaux tous les jours, on n'arrive pas à nourrir 8 milliards d'humains. Pourquoi ne pas prendre les 8 fois plus de champs pour nourrir directement les humains ? Si on divisait notre consommation de viande par 2, on récupérait l'Inde en entier en forêt. Le temps de ma vie, 75% de la vie sauvage a disparu depuis ma naissance. 75% de la vie. Donc mon premier vœu, ça serait de faire passer la conscience humaine vers une conscience mondocentrée. Que la première violence, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais la première violence, c'est de dire, tu vois, j'ai des chiens, les chiens c'est nos amis, les cochons on les mange. Les cochons sont plus intelligents que les chiens, sont plus sensibles que les chiens, toutes les études le prouvent. Un cochon, c'est un enfant de 3 ans, en conscience et en intelligence. Tu dis pas « j'aime les animaux » et tu les bouffes. Tu dis pas « j'aime mes enfants » et tu les bouffes. Donc il y a un non-sens complètement dogmatique, parce qu'en Inde, tu bouffes pas les vaches, elles sont sacrées. En France, c'est le mets préféré. En Chine, tu bouffes les chiens. En France, on dit « mais t'es fou ». Au Japon, tu bouffes du dauphin. Enfin, ce n'est que une question de culture. C'est que du culturel, et donc, qu'est-ce qui est culturel ? C'est des choses qui sont inscrites. On bouffe de la viande à outrance, comme ça, depuis 3 générations, d'après-guerre mondiale, après Deuxième Guerre mondiale, parce que les Américains avaient besoin d'écouler leur stock, et c'est devenu une pub. Tous les jours, on te dit, il faut une viande, et des trucs comme ça dans ton assiette. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait 7 ans que je vis sans protéines animales, et je me suis jamais aussi bien porté. Ah. Donc, si j'avais un souhait, c'est que la conscience humaine grandisse. Et en plus, c'est la première violence à tout, parce que quand tu décides qu'une espèce, tu as le droit de l'exploiter, tu décides que tout. Ça veut dire que tu décides derrière, oui, alors les filles, ouais, mais elles sont moins intelligentes pour les mathématiques. Et puis après, tu décides, oui, mais les enfants, c'est quand même moins important qu'un adulte. Donc on peut les faire ça, on peut faire ça. Donc c'est la première violence, de commencer à dissocier les espèces, le monde, et de se sortir de ça, et de se vivre comme au-dessus de la pyramide, c'est le premier drame pour moi. Et ça justifie derrière toutes les autres violences. Donc si j'avais un souhait, et j'en aurais qu'un, c'est ça, c'est déjà si on pouvait s'élever, tous, en niveau de conscience. Ouais, c'est juste une seule souhait comme ça, c'est le top. Ça me suffit. Ça suffit. Ça me suffit. On frotte la lampe et on dit juste une seule. Ouais, Ok, all right. Élévation de la conscience. Alors, des petites questions tac au tac, comme on dit. Hein? Ouais. All right, tu réponds comme tu as envie. Si tu étais une musique, quelle musique? Il y a plein de trucs qui me viennent, mais il y a l'hymne à la joie. Comme ça, je crois que la joie, c'est une des choses les plus importantes qui soit. Et il y a Feeling Good aussi, de Nina Simone, mais c'est un peu la même chose, tu vois, c'est I'm feeling good, je serais quelque chose comme ça d'entraînant, de moteur à la joie, voilà. Mais donc, l'hymne à la joie ou Feeling Good. Si tu étais une illusion. Si j'étais une illusion, j'espère que je serais une grande illusion. Parce que déjà, tu sais, les catégories des illusions, tu as ce qu'on appelle le close-up, la magie de proximité, le parlor magic, la magie de salon, et les grandes illusions qu'on voit de très très loin. Okay. Donc j'espérais être une méga illusion, comme la disparition de la Statue de la Liberté par Copperfield. Ou non, mieux, en termes symboliques, c'est mieux. La traversée de la muraille de Chine, Copperfield a fait ça, il est passé d'un côté, il s'est désintégré, il a traversé la muraille de Chine. Ça j'aime bien. Okay. Parce que c'est symbolique en termes de mur, le mur n'existe pas, la frontière. Je trouve que la notion de frontière, je trouve ça très intéressant parce que, encore une fois, je trouve que c'est illusoire. C'est-à-dire, par exemple, je découvre parfois des frontières entre des concepts en moi. Possible, impossible. Je dis, mais, et si la frontière était perméable? Si on pouvait faire un petit trou au milieu? Si on pouvait se glisser, si on pouvait la faire un peu bouger, et tout d'un coup, ta vie change. Mm-hmm. Et les frontières sont complètement illusoires. Ça revient à ton souhait aussi, on crée des frontières. Mais bien sûr, on crée des frontières entre les espèces, on crée des frontières entre les humains, on crée des frontières entre les pensées. Alors, si tu étais un auteur? Je crois que je serais Romain Gary. Je vais assez vite quand même, mais je crois que je serais Romain Gary parce que je trouve que aussi bien le travail qu'il fait en tant que Romain Gary et celui qu'il fait ensuite sous son faux nom pour récupérer de nouveau, avoir un nouveau prix Goncourt, enfin,
et puis sa vie, c'est-à-dire c'est un aviateur. Je trouve que beaucoup les Kessel, Saint-Exupéry, tous les auteurs aviateurs sont des auteurs que je trouve extrêmement touchants. Intéressant, ouais. Je pense qu'ils c'était tous les pionniers de l'aviation, et je pense que le fait qu'ils s'élèvent et qu'ils voient de beaucoup plus loin leur a donné une vision du monde qui était différente de tous les autres. Et puis c'est marrant parce que Kessel, Exupéry, Saint-Ex, Romain Gary, c'est aussi des humanistes tous. Il y a vraiment quelque chose. Gary s'est élevé contre le racisme, il s'est élevé. C'était un vrai résistant. Tu vois, beaucoup de gens ne jurent que par Sartre. Qui se la pétait, tout ça, qui avait créé une cabale contre Romain Gary, qui est génial, hein, Sartre, j'adore Huis clos, enfin, j'adore plein de choses de Sartre, mais Sartre, je pense, c'était un manipulateur, il se vivait comme un héros, mais il n'a jamais levé le petit doigt. Romain Gary, c'était un vrai héros. Donc, c'était quelqu'un qui a osé le sacrifice, qui a aimé comme un fou. D'ailleurs, quand son épouse est morte, il est parti très vite après, Jeanne Seberg. Et c'est ça, hein, j'ai un doute maintenant. Et cette actrice hollywoodienne magnifique. Et je crois qu'il y avait tout chez lui. Il y avait tout. La vie devant soi, pour moi, c'est un des plus beaux romans qui ait jamais existé. Cet amour entre ce petit garçon et cette vieille grand-mère, ce petit rebeu, ce petit arabe et cette vieille juive. Il y a tout là-dedans. Dans un terreau populaire, dans une langue extraordinaire. Il y a tout. Un animal. L'aigle pêcheur. Intéressant. L'aigle pêcheur, parce que l'aigle pêcheur, il est dans les trois mondes. Il survole, il est aérien, il vit dans un lieu que j'adore, qui est sous les bords de lac, donc il est entre terre et eau, et il plonge. Donc il passe de l'air, il se pose sur la terre et il va sous l'eau. Et c'est un des seuls animaux comme ça qui vit dans les trois règnes. Okay. Et puis, il est et solitaire et social. Et puis c'est un observateur et il est aussi dans l'action. Okay. Donc il est intéressant, tu vois. Il observe et quand il a observé... Pareil, les auteurs, qu'ils aiment l'auteur, tu aimes ça. Oui, tu aimes la grandeur. Moi je suis un montagnard, moi je viens de Haute-Savoie. Tu veux faire les grandes illusions. Voilà, les grandes illusions. C'est très bien. Ouais. Alors, un sportif Tu vas aller sur la perche puisqu'on y est. Oui, c'est vrai que là, le dernier, il est incroyable. Celui qui a battu la Villenie, là, le nouveau sur la perche, c'est extraordinaire. Mais je trouve les sports les plus... je suis assez impressionné. C'est marrant, j'avais pas d'amour vraiment pour le football. Mes enfants m'ont donné l'amour du foot. Et je trouve qu'il y a quand même quelques sportifs extraordinaires. C'est vrai que nous, c'était la première génération, c'était 98, c'était Zidane qui était l'idole. Mais c'est vrai que... Je trouve que c'est très très beau, quoi. Ça demande beaucoup de choses. C'est-à-dire que t'es au milieu, tu sais exactement où sont tous les autres, tu joues collectif, ça demande une dextérité folle parce que le pied est beaucoup plus difficile à gérer que la main. Zidane, c'est quand même la classe. C'est un artiste. Ouais, c'est un artiste. Un danseur artiste. C'est absolument. Ouais. C'est un danseur, c'est un funambule. J'ai vu les images l'autre jour, la touche de la balle, le mouvement. Les joueurs disaient, ils avaient peur d'être en face de lui chaque fois. Il est d'une beauté quand il joue, c'est extraordinaire. Ouais, c'est très très beau. Un plat. Les lasagnes. Les lasagnes de la maman. J'avais ma mère qui faisait les lasagnes à la maison. Alors maintenant, elles sont passées véganes, parce que j'utilise du pois chiche pour faire à la place de la viande. Okay. Mais les lasagnes, oui. Une ville. J'ai beaucoup de villes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Londres, j'aime beaucoup New York, j'aime beaucoup Tokyo. Je pense peut-être Londres, parce que c'est la plus au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'elle a les qualités de l'Europe et en même temps les qualités de la mondialisation anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'est une ville de spectacle. Le West End, j'y ai vu les plus beaux spectacles de ma vie, j'y ai ri, j'y ai pleuré, je suis devenu fou, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est bien produit, qu'est-ce que c'est intelligent. Ils sont capables de produire des spectacles d'une qualité extrême et puis ils ont une formation, ça c'est un des premiers trucs dont on a parlé tous les deux. Les anglo-saxons, ils savent chanter, danser, jouer la comédie, tout à très haut niveau, alors que nous, on n'a pas de formation comme ça en France. Ça commence maintenant, mais tu vois, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait pas. J'aurais bien voulu avoir... Alors, j'étais chez Jacques Lecoq. Chez Jacques Lecoq, il y avait quand même ça. Il y avait un peu... Dans mon école, il y avait un peu ça. Mais c'était... On touchait 2 jours de la musique, 2 jours ça. C'était pas une vraie formation totale. Donc, il y a une grande différence pour toi entre le côté anglophone et francophone. Énorme. Moi, j'ai une passion pour
le monde culturel anglophone, qui est le plus puissant. Selon moi. Avant que je pose la dernière question, une autre, est-ce que tu as des mentors ou des maîtres? Il y a des inspirations, j'ai eu plein de maîtres en fait dans la vie, et la vie est mon maître continuellement. C'est-à-dire tous les jours, j'apprends un truc, et puis ça peut être mes chiens, ça peut être mes enfants, ça peut être ma coiffeuse, mon technicien, ça peut être mon producteur. Je vis vraiment la vie comme un mentor. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont plus marqué. J'ai eu la chance de rencontrer un prof de théâtre qui s'appelait Luc Charpentier, qui était lui l'assistant de Tania Balachova, qui était la créatrice qui a amené la méthode Stanislavski en France. Et lui, il était au croisement justement de Stanislavski et de Grotowski, de Meyerhold, de Brecht. Donc il était au croisement comme ça de plein de cultures et de connaissances théâtrales. C'était vraiment un grand moment de découverte pour moi. Il y a eu un homme qui s'appelle Jean-François Noubel qui m'a beaucoup apporté, qui m'a vraiment mis en réflexion justement sur le véganisme, sur la conscience, sur ma manière de regarder le monde. Donc j'avais rencontré en conférence et qui m'a énormément apporté sur un plan intellectuel, énormément questionné. S'il faut les citer, après, il y a les auteurs. Je pense que Gary en est un, Kessel un autre, Syntex un autre, mais aussi Hugo, aussi Herbert. J'ai beaucoup appris Herbert, c'est très intéressant, un auteur de science-fiction, de Dune, génialissime. Génialissime. Tolkien aussi, en vérité. J'ai adoré lire et relire Tolkien, Conan Doyle, et puis les magiciens aussi. Il y a Penn and Teller aux États-Unis, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup appris d'eux. Et puis les anciens, Houdin, Houdini. Donc tu t'inspires tout le temps des auteurs et des gens. Ouais, tout le temps, de plein de sources. Un arbre. Un arbre, le charme. Le charme, tu connais pas le charme? Je connais pas. Le charme, c'est un arbre qui est complètement noué sur lui-même, qui a plusieurs choses, et il s'appelle le charme. Il y a plein d'arbres, il y a le bouleau, mais le bouleau, ça suffit. L'être, l'être, c'est beau, l'être. Ouais. Peut-être l'être plus fort, l'être, il est plus grand, il est plus magique. Et puis, j'aime bien ce double sens, voilà, de l'être. Ça s'écrit pas pareil, mais l'être et le charme, voilà. Voilà. Top. C'est trop bien. Avec plaisir. Merci, Eric. De rien.